Bonjour les cuistots et bienvenue dans cette dernière capsule de Recettes du monde ici par les fourchettes. Mon nom est Madeleine Lemire et mon invité aujourd'hui est mon bon ami Vincent Palomares qui vient nous parler de ses racines espagnoles. Vincent a 21 ans. Il étudie présentement au Cégep de Saint-Hyacinthe avec les fourchettes et moi et il espère étudier pour devenir directeur artistique l'année prochaine. Vincent a gracieusement accepté de venir nous partager sa culture et ses bonnes recettes. Hola Vincent! Hola Madeleine! J'aimerais commencer par en apprendre un peu plus sur ta relation avec l'Espagne. J'aime leur poésie, j'aime les gens là-bas, à quel point ils sont sympathiques. Pour moi, ça représente aussi la famille, parce que veux pas, c'est le pays dont vient ma mère. Pour moi, il y a un côté très traditionnel que je vais sans doute devoir redécouvrir plus tard dans ma vie. Quels aliments ou ingrédients espagnols ne sont pas disponibles ou plus dispendieux au Québec? Plus dispendieux, évidemment, il va y avoir l'huile d'olive. Donc, évidemment, toute l'importation va coûter plus cher. Sinon, quelque chose d'impossible à trouver, ça risque d'être l'alcool. Le meilleur exemple que j'ai, c'est le 43, donc un alcool de fermentation faite à partir de 43 herbes, ou un alcool que j'ai à côté de mon ordinateur, qui s'appelle l'anis du singe. On le voit juste ici, la belle bouteille, qui malheureusement ne s'importe pas au Canada. Donc, il faut vraiment aller en Espagne et en ramener une bouteille. Ariane prépare en ce moment, en cuisine, une recette que Vincent m'a recommandée, la tortilla de patatas. J'aimerais que tu nous parles un peu de cette recette, si tu le veux bien. Peux-tu nous décrire en quoi consiste la tortilla de patatas? Bien, la simplicité est dans le nom, c'est une omelette à base de patates. Y a-t-il un ingrédient spécial ajouté dans votre recette familiale? Le seul ingrédient spécial que je sais qu'on utilise personnellement dans la famille, c'est du chorizo, en fait. On le rajoute, on le fait frire en même temps que les patates. Puis ça donne un goût particulier, surtout à l'huile, qu'on peut réutiliser plus tard pour faire d'autres recettes. Pourquoi cette recette est-elle si importante dans la culture espagnole? Alors, c'est tout simplement dû à son origine. Comme on le sait, les patates nous viennent d'Amérique, ils n'ont pas d'Europe. Elles ont été introduites vers le 16e siècle. C'est un aliment qui, encore aujourd'hui, demeure peu coûteux. Donc, surtout pour les pauvres, ça permettait de remplacer les œufs, les aubergines, tous les autres produits, surtout les légumes qui coûtaient beaucoup d'argent à l'époque. Donc, les paysans, les classes du tiers-état, les classes ouvrières, celles qui avaient le moins de capitaux, pouvaient s'en servir pour avoir un repas qui était à la fois nutritif et bon, tout de même. Peux-tu nous dire la pire erreur que les gens font habituellement en préparant cette recette? Évidemment, c'est une omelette. Fait que lorsqu'on la flippe, il faut s'assurer de bien la laisser glisser dans le poêlon, non pas la remettre brusquement. On veut également garder l'huile après l'avoir faite parce que l'huile est assaisonnée, peut servir à faire d'autres plats. Sinon, pas avoir un bon ratio patates-œufs numériquement. Évidemment, si on met trop de patates, ça n'aura pas la consistance voulue. Si on met trop d'œufs, ça va être trop liquide. C'est trouver le parfait mix entre les deux. Allons maintenant voir en cuisine. Salut, moi c'est Ariane, la cuisinière de l'équipe des fourchettes. Aujourd'hui, je me mets au défi de vous préparer la recette de tortilla de patatas de Vincent Palomares. Munissez-vous de votre plus beau sourire et allons-y! Je commence par éplucher 3 pommes de terre que je coupe en lanières d'environ 3 mm. Ensuite, je coupe finement un oignon. Je suis maintenant devant mes ronds pour faire cuire mon tortilla de patatas. Je commence par mettre une tasse d'huile dans ma poêle. Je fais chauffer le tout sans faire fumer et c'est bien important. Ensuite, je rajoute mes oignons, mes patates et une cuillère à thé de sel. Je brasse le tout pour que tout s'imprègne bien d'huile et je laisse cuire environ 10 minutes tout en brassant de temps en temps. Je verse mes ingrédients imprégnés d'huile dans un tamis pour en enlever l'excédent. Pour cette tâche, faites-vous aider d'un ami ou d'un membre de votre famille. Moi, c'est la fourchette scientifique qui sera mon assistante. Je bats 5 œufs avec une cuillère à thé de sel jusqu'à obtenir un mélange mousseux. Une fois que c'est fait, j'y incorpore les pommes de terre et les oignons. Je fais chauffer 3 cuillères à soupe d'huile dans ma poêle jusqu'à ce que ça fume un petit peu. Ensuite, j'y ajoute mon mélange d'œufs, de patates et d'oignons. Je l'étale à l'aide d'une spatule à fente et je fais cuire le tout à feu moyen environ 2 minutes. Un truc pour éviter que ça colle dans notre poêle, c'est de la secouer un petit peu de temps en temps. Quand votre omelette est ferme sans être sèche, c'est le moment de la retourner. Pour ce faire, faites-vous aider de quelqu'un, cette étape est difficile. Mon assistante aujourd'hui sera encore une fois Myriam, la fourchette scientifique. Sur votre poêle, vous mettez une assiette et vous retournez le tout. Ensuite, vous faites juste glisser votre omelette dans votre poêle pour pouvoir la refaire cuire pendant environ 3 minutes.
Voilà, vous savez maintenant comment préparer un excellent tortilla de patatas. Bon appétit! Alors, Vincent, j'ai mot de la cuisine que les fameux tortillas de patatas seraient prêts. Alors, les filles, quand vous êtes prêtes, on aimerait voir votre délice. Allô! Donc, Vincent, j'ai une bonne nouvelle. J'ai réussi à faire Oh, wow! le repas d'aujourd'hui et ça ressemble à ça. On avait vu la décoration a tombé malheureusement, mais Mais ça reste très beau. Je le vois à l'écran, malgré la décoration, l'omelette. C'est consistant, c'est beau, ça a la bonne shape, ça a la bonne couleur. Moi, je pense que tout est prêt. Je trouve ça magnifique. donc, ben, merci beaucoup, là. Bye bye! Bravo! Salut! Bonjour, ici la fourchette scientifique. Mon nom est Myriam et aujourd'hui, on parle des œufs. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on utilise autant les œufs en cuisine? En fait, les œufs sont un élément indispensable en cuisine puisque leurs propriétés physiques et leurs constituants sont à la base d'une majorité de recettes ou bien de techniques de cuisson. Mais pour commencer, je vais vous parler des constituants. Les jaunes et les blancs d'œufs sont principalement constitués d'eau et de protéines, qui sont des chaînes d'acides aminés. Lorsque les protéines présentes dans les œufs sont chauffées ou qu'on y incorpore de l'air en battant, celles-ci sont dénaturées, c'est-à-dire que leur structure naturelle a été modifiée. Dans ce cas, de nouvelles liaisons sont créées de sorte que les parties hydrophobes, c'est-à-dire celles qui repoussent l'eau, sont regroupées autour des bulles d'air et les parties qui sont hydrophiles, c'est-à-dire celles qui sont attirées par l'eau, sont immergées dans l'eau contenue dans les œufs. De ce fait, les bulles d'air sont maintenues en place et protégées, ce qui s'avère très utile lorsque vient le temps de faire lever les aliments. Lors de la cuisson, les blancs d'œufs peuvent prendre jusqu'à 8 fois leur étendue, ce qui est très pratique pour les recettes qui requièrent un peu de volume, comme la meringue ou bien le gâteau des anges. Les blancs d'œufs, contrairement à l'œuf entier ou au jaune d'œuf, forment une mousse plus stable et volumineuse une fois battue. C'est pourquoi on préfère cette partie de l'œuf lorsque vient le temps de faire gonfler nos aliments. En effet, lorsque l'air incorporé dans les molécules de protéines est chauffé, celle-ci prend de l'expansion, ce qui fait lever le gâteau ou autre. De plus, les œufs sont également utilisés comme émulsifiants. Les émulsifiants ont comme rôle de maintenir les molécules d'huile dans l'eau, ce qui permet à deux ingrédients qui ne se mélangent pas de rester collés ensemble. C'est grâce à la lécithine présente dans les œufs qu'une telle réaction est possible. En effet, la lécithine permet de créer un lien entre l'eau et l'huile, puisqu'elle possède une structure avec une partie hydrophile, donc qui aime l'eau, et une partie hydrophobe, donc qui repousse l'eau. Ainsi, une partie est enfouie dans les molécules d'huile et l'autre dans les molécules d'eau, ce qui permet de former une intermédiaire entre ces deux aliments et donc de garder l'huile suspendue dans un liquide aqueux. On retrouve ce phénomène, entre autres, dans la création de sauce hollandaise ou bien de crème brûlée. C'est tout pour moi. À la prochaine! J'aimerais maintenant discuter avec toi des caractéristiques culturelles de l'Espagne. Alors, parlons festivités. Quelles sont les fêtes les plus pratiquées en Espagne? Évidemment, Noël, Pâques. Évidemment, il y a beaucoup d'autres fêtes qui sont régionales. Nous, on a la Thanksgiving, on a la Saint-Jean-Baptiste. Eux, ils vont également avoir la fête du pays, des fêtes rattachées à la royauté, beaucoup plus de célébrations religieuses également que nous, on en a, par exemple. Quels éléments des Noëls en Espagne as-tu intégrés à tes Noëls québécois? Honnêtement, de la bouffe, ça a surtout été ça. Donc, l'anis, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, qui nous sert en fait de boisson du matin. On se lève tous et on prend un shooter qu'on sirote tous en famille vers 6 heures du matin. Puis habituellement, on mange des pâtisseries qu'on fait importer d'Espagne, comme les Polvorón, ici présents. Il y a une librairie espagnole à Montréal où on va à chaque année pour prendre des rôtisseries, pour prendre des pâtisseries, du jambon, de la viande, etc. Puis on se fait des charcuteries. Pourrais-tu nous décrire les traditions entourant la tomatina? Oui, bien sûr. Ça, c'est une fête qui est beaucoup plus régionale. Donc, on s'en va à Valence, dans la petite ville de Buñol. Et dans cette ville-là, vers la fin du mois d'août, le dernier mercredi du mois, en fait, les citoyens, le tout organisé par la ville, bien sûr, les citoyens sont fournis des tomates et on se les pige dessus. C'est une immense bataille de boules de neige avec des tomates. Vous ne devez pas vous mettre vos vêtements du dimanche pour faire ça? Non, en effet, tu t'habilles pas chic cette journée-là. Pourrais-tu nous décrire les traditions entourant la tauromachie? Oui, ben dans le fond, si nous, au Québec, on a le Red Bull Crash Ice chaque année, chaque hiver à la capitale, en Espagne, c'est la San Fermin. Donc, dans la ville de San Fermines,
puis maintenant dans certaines villes de France puis du Mexique, on crée un immense parcours dans lequel les gens doivent courir pour s'échapper à des taureaux qu'on lâche derrière eux. Donc, une activité sportive très dangereuse qui fait quelques blessés, quelques morts parfois, mais ça reste une activité qui a un très grand intérêt touristique, je pense. En parlant de taureaux, pourrais-tu nous décrire les traditions entourant les corridas? Oui, bien, quand on pense à l'Espagne, évidemment, on a cette figure-là du matador qui joue avec un taureau et sa cape rouge pour faire un spectacle. Il faut savoir que c'est juste le troisième tiers d'un défilé qui est beaucoup plus macabre. En fait, la corrida en elle-même, qui d'ailleurs se termine souvent par la mise à mort du taureau, c'est vraiment un spectacle man versus nature, ça a du sens. Un peu comme Moby Dick ou Le vieil homme et la mer. Donc, on a la première partie où est-ce que c'est deux piquiers qui vont se battre contre le taureau. La deuxième partie où est-ce qu'on utilise des banderilles, comme on appelle ça, on utilise ça en guise de harpon, en fait. Puis ensuite, la dernière scène avec le matador, sa cape, qui doit normalement mettre à mort le taureau avec son épée d'estoc. Maintenant, on commence à assister de plus en plus à des corridas sans mise à mort, parce que, évidemment, bon, l'éthique animale. Mais je sais qu'il y en a certaines encore qui se donnent avec, malheureusement, de la violence envers l'animal. Pourrais-tu me décrire les traditions entourant les Santos? Ben oui. Ben, nous, au Québec, on a Saint-Basile, Saint-Bruno, Saint-Hyacinthe. En Espagne, c'est pas vraiment la même chose. Donc, chacune des villes va avoir un saint. Et dans chacune de ces villes-là, il va y avoir une célébration, assez souvent annuelle, qui va être reliée à ce saint-là, assez souvent un évêque ou une icône religieuse qui a habité, voire fondé la ville. Et il va y avoir des événements tous différents, tout dépendant de la ville, pour célébrer ce que cette personne-là représente pour eux. Un exemple que je peux vous donner, c'est la ville de Torre del Mar, qui est une cité balnéaire en Andalousie. Pour eux, c'est la Vierge Carmen. C'est un peu l'icône des voyageurs marins, des bateaux de pêche. Donc, chaque année, surtout au mois d'août, on amène une immense effigie en bois de la Vierge jusqu'à la mer, dans une longue procession qui se fait dans toutes les rues, accompagnée de feux d'artifice, accompagnée de la foule, accompagnée de musique. Puis on va la déposer près d'un phare pour souhaiter bonne chance aux voyageurs. Parlons maintenant des particularités culinaires de l'Espagne. Combien de repas y a-t-il dans une journée typique? J'aimerais dire 3. En vérité, c'est plutôt 5. Donc, évidemment, on a le déjeuner. Assez souvent, comparativement aux Amériques, ça va être quelque chose de beaucoup plus léger. Ensuite de ça, il y a 2 collations avant le dîner. Le dîner qui, lui, se veut, je pense, je peux vous dire facilement 40% de l'alimentation de la journée. Puis ensuite de ça, on a le souper. Puis contrairement au souper qu'on a, par exemple, au Québec, où est-ce qu'on soupe vers 5h, 6h, 7h, on mange le souper facilement vers 9h30, 10h. Il faut savoir qu'en Espagne, il y a une immense nightlife, si je peux dire, donc une immense vie de nuit. Les gens sortent dans les rues, ça discute, ça va dans les restos. Et ça aide à cette convivialité-là, je pense, de souper plus tard, justement. Quels sont les plats et les ingrédients nationaux de l'Espagne? Tout d'abord, l'huile d'olive, qu'elle exporte énormément. La tortilla de patata, dont on parle présentement. La paella, qui est bien connue. La sangria. Le gazpacho, le chorizo. Beaucoup de viande salée en réalité. Beaucoup de poissons, fruits de mer, tout ce qui est facile d'accès. Sinon, quelque chose de quand même emblématique, c'est les tapas. Donc, les tapas, c'est un peu triché quand même parce que c'est à peu près un quart de portion. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être du fromage, de la viande, ça peut être des légumes, des piments. Fait que c'est un peu triché dans la mesure où est-ce que c'est pas un plat en soi, mais l'Espagne est quand même assez connue pour ça. Alors, Vincent, pour terminer cette entrevue en beauté, j'aimerais que tu m'apprennes une expression culinaire de l'Espagne. Il y a une expression culinaire que chez nous, on utilise beaucoup, surtout ma grand-mère, en fait, c'est qu'aproveche, ou plus, en 2 mots, que aproveches. Ça veut dire que tu tires profit de quelque chose. Donc, on peut dire ça lorsqu'on mange, on peut dire ça lorsqu'on rote, souvent lorsqu'on rote, en fait. Merci beaucoup de ta précieuse participation, Vincent. J'apprécie beaucoup que tu aies pris le temps de venir nous partager les merveilles de la culture espagnole. Sur ce, adios. Ça fait plaisir. Adios.